Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 165e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 20 mai, il est exactement 18h30 et nous allons parler aujourd'hui d'Ocean 50s avec 2 navigatrices qui s'apprêtent à faire leur grand début sur le nouveau circuit Ocean 50 Series qui s'ouvre à partir de jeudi par l'acte 1 à Saint-Malo où elle se trouve déjà. La première, après un parcours dans la voile olympique, a longtemps œuvré au sein du team Initiative Cœur avant de décider il y a 3 ans de voler de ses propres ailes et de se lancer sur le circuit Mini 650 participant à la Mini Transat 2021. Elle a depuis multiplié les expériences puisqu'elle a navigué en Figaro, en classe 40 et en IMOCA. Il s'agit d'Anne-Claire Lebert. Salut Anne-Claire. Salut, bonjour à tous. La seconde nous vient de Suisse, elle est l'aînée d'une fratrie de compétiteurs puisque ses frères et sœurs ont tous touché à la voile de haut niveau. Elle fête cette année ses 40 ans si je me trompe pas, elle qui a touché ces 20 dernières années à de nombreux supports également entre participation au tour voile, au circuit lémanique de Décision 35 mais également à la Volvo Ocean Race et j'en passe. Il s'agit d'Élodie Jeanne Métrose. Bonjour Élodie Jeanne. Bonjour. Eh bien, mesdames, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire une brève présentation de ces Ocean 50 Series, circuit réservé à la classe Ocean 50 qui succède au Pro Sailing Tour. 5 actes sont au programme cette saison, 3 qui se déroulent sur 4 jours, entre courses inshore et parcours offshore. Le premier à Saint-Malo cette semaine, le second à La Baule dans un mois et le troisième en octobre à Sainte-Maxime. Les 2 autres actes de ces Ocean 50 Series sont 2 toutes nouvelles courses en équipage. La première, la route des Terre-Neuve, s'élancera mi-août de Saint-Pierre et Miquelon à destination de la baie de Saint-Brieuc. La seconde, la Medmax, aura lieu fin septembre en Méditerranée et reliera Port-Camargue à Saïdia au Maroc. 9 équipages participent au premier acte à Saint-Malo, dont celui d'Upwind by Merconcept qui fait ses grands débuts sur le circuit Ocean 50. Un équipage 100% féminin composé de la skipper italienne Francesca Clapchiche, de l'américaine Sarah Stone, de Tiffen Ragno et donc de nos 2 invités du jour, Anne-Claire Lebert et Élodie Jeanne Métrose. Voilà pour cette courte présentation. On va peut-être déjà vous demander à Élodie Jeanne et Anne-Claire. Vous faites partie des 7 navigatrices qui ont été donc sélectionnées par ce projet Upwind by Merconcept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'une comme l'autre qu'est-ce qui vous a décidé à postuler? Allez, on va commencer avec Anne-Claire. Alors, ça m'a déjà le projet, il est assez formidable parce que ça permet d'avoir accès à des supports où c'est vrai que c'est assez difficile de se faire embarquer de manière générale. Donc les Ocean 50. Alors moi quand j'ai vu l'annonce de Merconcept Eleven Hour qui montait ce projet, tout de suite ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que c'est une super équipe, c'est un super concept. Moi je trouve ça génial de pouvoir moi accéder à ça et puis de permettre aux autres femmes aussi d'y accéder. Donc là-dessus forcément ça m'a bien motivée. Et j'ai jamais fait de gros multi avant. J'avais fait du petit kata pendant 3 ans mais pas de gros, donc c'est vraiment une nouvelle expérience, donc ça m'a beaucoup motivée. Et puis voilà, c'est un projet à moyen, on espère peut-être long terme. Du coup voilà, moi j'étais dans la recherche aussi de ça, de rejoindre une équipe structurée pour continuer à naviguer au plus haut niveau. Donc. Bon, vous allez nous raconter comment se sont passées les sélections. Et toi, Élodie Jeanne, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Alors toi, tu es pas complètement débutante en Ocean 50 parce que tu avais déjà, via le Magenta Project, si je me souviens bien, navigué sur Layton avec Sam Goodchild il y a 3 ans, c'est ça? Oui, moi j'avais pu faire la saison avec Sam Goodchild et en fait on avait
En fait, c'est hyper chouette de voir que ce projet il soit monté parce qu'en fait, c'est un peu une suite de circonstances qui font qu'aujourd'hui, il y a un équipage féminin en Ocean 50. En 2021, dans le cadre de mon projet DEGEPS que j'ai passé à l'ENV à Quiberon, on devait faire un projet et puis en fait, on a pu monter un projet qui a permis à plusieurs navigatrices de naviguer en Ocean 50 avec Sam et Emeric Chapelier sur le bateau Layton. Et en fait, à la suite de ça, je rencontre à Marin des Cimes Cécile Andrieux, qui est la manager de Mer Concept, et on parle de ça, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du multicoque offshore. Et puis en fait, bah l'idée, elle grandit dans l'esprit de Cécile, et puis petit à petit, les choses, elles font que bah il y a un sponsor qui arrive, qui cherche un projet, et puis paf, il y a Upwind by Mer Concept qui arrive un peu comme ça sur le devant de la scène, et c'est, je trouve, hyper positif en fait pour nous, mais pour toutes aussi les navigatrices qui sont en formation, de voir qu'il y a des projets comme ça qui se montent et qu'il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent dans le monde de la voile professionnelle pour les femmes. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà parlé, mais est-ce que il faut vraiment du coup avoir des projets incitatifs pour vous aider à naviguer sur ce genre de support en Ocean 50? Est-ce qu'il faut en passer par des équipages par exemple 100% féminins? Est-ce que vous avez l'impression que sur ce genre de circuit les barrières sont encore assez fermées? On va continuer avec toi, Dijan. Ben, j'ai l'impression que le fait qu'on ait quand même navigué sur Layton il y a 2-3 saisons, qu'il y ait des filles qui soient venues sur le circuit, qu'on ait pu en parler avec j'avais pu en parler avec Erwan Leroux dans le cadre de mon projet. Aujourd'hui, il y a quand même Audrey Augereau et Pamela Lee qui naviguent sur son bateau. En fait, des fois, il suffit de donner l'exemple pour insuffler un changement. Et là, des fois, j'ai l'impression juste qu'on pense pas forcément à nous quand on monte des équipages ou qu'on a besoin d'équipières, et puis que le fait que tout d'un coup on nous voit sur les circuits, ça fait peut-être changer les choses. On dit ah mais en fait Anne-Claire elle faisait ci, elle pourrait peut-être venir avec nous le week-end prochain, et puis petit à petit en fait on change un peu les idées des gens quoi. Ouais, il faut un petit peu plus ancrer les habitudes. Quel est ton avis, toi, Anne-Claire? Je lisais une interview que tu as accordée récemment au site bateau.com où tu disais, par exemple, sur la Niji 40, tu espérais éventuellement avoir une proposition que tu n'as pas eue. Donc, il y a encore des habitudes à créer, peut-être, ou en tout cas à provoquer. Ouais, je pense que moi je suis à peu près l'exemple type des femmes qui ont beaucoup bénéficié des quotas sur les courses, parce que c'est vrai que j'ai eu accès l'année dernière à 3 très beaux projets, et dont 2 c'était parce qu'il y avait un quota féminin très clairement, je pense. Enfin en tout cas ça a aidé. Et le troisième parce que c'était une volonté du sponsor, donc ça c'était la boulangère bio, d'aider justement la promotion du sport féminin. Donc c'est vrai que moi ça m'a permis de faire beaucoup d'expériences, et aujourd'hui ce projet 100% féminin, moi je trouve ça bien parce que déjà j'aime bien naviguer entre filles aussi, c'est cool, et puis ça permet d'emmener aussi des nouvelles navigatrices sur ces supports-là. C'est que du positif, et je pense que les choses avancent, mais la route elle est encore longue. Et je disais aussi par exemple la Niji 40, c'était une course de classe 40. J'ai essayé de trouver un embarquement, j'ai pas trouvé. C'était dur pour tout le monde, hein, homme ou femme, mais bon c'est sûr que moi rarement on m'appelle pour aller faire quelque chose, c'est souvent moi qui appelle, et je pense que faut encore travailler pour que, comme disait Hello, les gens pensent juste que en fait c'est cool de naviguer avec des filles aussi, et que c'est pas juste des freins quoi. C'est pas gagné. Ouais, ouais. Alors, entre candidater et être sélectionné, il y avait quand même une grosse marche à franchir. Je crois qu'il y a eu 130 dossiers de candidature qui ont été reçus par l'équipe de Mer Concept quand elle a annoncé ce projet. Vous avez donc vous faites partie des 7 navigatrices qui ont été sélectionnées pour faire partie de l'équipage tout au long de la saison des Ocean 50 Series. Racontez-nous un petit peu comment se sont passées ces sélections. On va continuer avec toi, Anne-Claire.
C'était vraiment une très bonne expérience. Moi, c'était la deuxième fois que je participais à des sélections. La première fois, c'était pour le Figaro Massif où j'avais pas été retenue. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que je sais pas comment se passent les sélections entre hommes, mais entre femmes, c'était vraiment super. On a passé un bon moment. C'était très cordial. On s'est beaucoup aidé aussi sur les différentes phases. Et on a fait on a eu des tests physiques le premier jour, donc toute la journée quand même, c'était assez éprouvant sur différents thèmes. Donc voilà, pour voir si on était à peu près au niveau physique nécessaire. Et puis après, ça s'est enchaîné sur 2 journées en Diam 24. Donc ça, c'était assez intéressant parce que c'est quand même plus facile à mettre en œuvre qu'un Ocean 50. Donc ça nous a permis de bien croiser les équipages, on a été observé pas que sur la réussite en fait des courses, mais aussi sur notre capacité à travailler en équipe et à résoudre des problèmes, à communiquer. Je pense que moi j'ai trouvé ça assez bien ce qui a été mis en place, et voilà, il y a eu plusieurs observeurs, ils ont tourné sur les bateaux, et le dernier jour on a eu toutes celles qui étaient là, donc on était 12 sur place. On a eu la chance de pouvoir, tout le monde a eu la chance de pouvoir faire un tour en Ocean 50. Donc ça a permis de passer sur le step d'après, gros bateau, et c'était court, mais bon, au moins on aura tous fait une petite nave dessus. Qui étaient les observateurs? Excuse-moi de te couper. Eh ben, on a eu Tom Laperche, Cécile Andrieux, Louis Gillard qui est le team manager de l'équipe, et Seb Cole qui gérait justement les entraînements sur le Zodiac. Il y a eu Sally Barco qui est la compagne de Francesca et excellente navigatrice, et c'est tout, je crois. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc sont venus à bord avec nous sur les diams pour voir comment ça tournait. D'accord. Est-ce que ton expérience de la sélection skipper massif que tu rappelais tout à l'heure, t'a un petit peu servi pour mieux appréhender cette deuxième sélection? Ouais, je sais pas si ça m'a servi. C'était quand même bien différent, mais voilà, c'était plus dans l'état d'esprit, dans ce genre d'expérience, on va dire. On se donne à fond tel qu'on est, et puis de toute façon, à la fin, on n'est pas maître complètement de son destin, parce qu'on sait pas vraiment ce que le jury va choisir, enfin, disons. Donc voilà, ça permet de relativiser le truc. Moi, j'ai essayé d'être faire ce que je sais faire, et puis pas trop me prendre la tête, parce qu'en général c'est ce qui marche le mieux, et c'était profiter du moment quoi aussi, parce que c'est des expériences de dingue de rencontrer toutes ces femmes qu'on croise pas d'habitude, qui viennent de plein d'horizons différents, avec plein de super expériences. Donc c'est surtout ça qui est chouette, c'est vraiment prendre le moment présent quoi. Élodie Jeanne, comment toi tu as vécu ces sélections? Tu avais peut-être un petit avantage sur les autres, dans le sens où tu avais déjà pas mal navigué en Diam 24 et aussi en Ocean 50. Ouais, moi je suis arrivée un petit peu plus tard dans la sélection, mais j'ai eu la chance de louper les tests sportifs. Aujourd'hui sur le Ocean 50. Non, c'était comme elle a dit Anne-Claire, en fait, l'ambiance générale, elle était super chouette. Donc c'était cool de rencontrer plein de des navigatrices qu'on connaissait pas forcément. Et puis après, oui, la nave en Diam 24, c'était peut-être un peu plus facile pour moi, comme j'en avais déjà fait. Mais après, je pense qu'on peut observer aussi comment on arrive à aider ceux qui connaissent moins le support. Comment on arrive à transmettre peut-être nos connaissances pour que ça aille plus vite, ou qu'on comprenne mieux le support, comment on aide les autres. En fait, il y a d'autres choses qu'on peut observer selon les expériences de chacune. Et puis je pense qu'ils ont été intelligents dans le sens où c'est pas parce qu'on connaissait pas un support qu'on était éliminé de la sélection. Au contraire, c'est voir comment elle réagit. Est-ce qu'on arrive à apprendre des petites erreurs qu'on a fait? Est-ce qu'on arrive à s'améliorer au fil de la nave, au fil des manches? Je pense qu'ils regardaient plus la capacité d'adaptation qu'autre chose sur ces navigations. D'accord. Et ça s'est poursuivi comment? Est-ce qu'il y a eu aussi des entretiens individuels? Oui, on a eu chacune un entretien d'à peu près une demi-heure d'entretien individuel, et je pense qu'ils ont pu se faire leur idée de ce qu'on avait envie de faire dans ce projet,
de peut-être ce qu'on avait à donner, nos disponibilités, et puis enfin peut-être se faire une idée sur le plus long terme pour eux, même si nous on sait pas trop ce qui va se passer après. Et comment on vous a annoncé le choix? On va demander à Anne-Claire comment on vous a annoncé votre sélection, comment ça s'est passé? Vous étiez toutes ensemble, toutes les candidates, comment ça s'est passé exactement? Non, non, en fait, c'était pour Mère Concept, c'était leur première expérience, hein, déjà d'organisation d'un tel événement, donc c'était quand même plutôt réussi pour une première, et du coup, ils ont préféré nous prendre individuellement pour nous annoncer un peu voilà, les résultats, on va dire, enfin la sélection ou non sélection, et puis donner quelques arguments aussi, parce que c'est vrai que ça aurait été un peu brutal de le faire tout ensemble. Donc chacun a su s'il était dedans ou pas dedans, et à la fin ils ont annoncé toutes les sélectionnées en fait. Donc là on a pu savoir avec qui on allait passer la saison du coup. Bon, c'est un équipage très international, hein. Je citais tout à l'heure Sarah Stone, on a Elodie Jeanne qui est suisse, et je crois qu'il y a une sud-africaine, si je me trompe pas, aussi dans l'équipage. Racontez-nous un peu comment ça se passe maintenant, depuis que vous avez été sélectionné. Maintenant, vous êtes pleinement intégré au sein de cette équipe, vous êtes à plein temps. Comment vous vivez un petit peu ce début de projet? On va continuer avec toi, Anne-Claire. Eh ben, on a un planning avec des entraînements et des semaines de course et de convoyage, et du coup ça se passe en anglais puisque forcément c'est la langue internationale. Donc c'est plus ou moins facile suivant les personnes. Mais bon, Elodie elle est bilingue, du coup elle fait 2 langues, et bon ça va, on s'en sort plutôt pas mal sur ce point-là. C'est assez concis sur le bateau. On essaye d'être hyper efficace et d'appliquer. On a la chance d'avoir quand même toutes des grosses expériences sur divers projets, que ce soit petits ou gros bateaux. Donc, je trouve que la mise en place de la communication, elle est assez efficiente, même si c'est en anglais. Et après, la langue majeure, oui, voilà, c'est l'anglais, que ce soit à terre ou sur l'eau. Après, il y a la moitié qui est francophone quand même, donc voilà. Pour ça, c'est pour le côté international. Et puis, moi, j'ai la chance d'habiter pas trop loin, donc c'est vrai que je peux facilement me déplacer pour aller faire aussi un peu de technique sur le bateau quand il y a besoin. Et puis, voilà, suivant les disponibilités de chacun et l'implication dans la saison, on fait plus ou moins de jours à Concarneau sur le projet. Et voilà, c'est en train de se monter aussi. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça va venir. Elodie Jeanne, est-ce que vous connaissiez Francesca avant de peut-être découvrir à la barre de ce bateau? Quelle est un peu ta vision d'elle? Oui, moi, en fait, j'ai rencontré Francesca. On a fait à peu près la moitié de la Volvo Ocean Race 2017-2018 ensemble sur Tord de Tide of Plastic avec Dick Afari. Donc c'est là que j'ai rencontré Francesca. Et on s'était très bien entendu lors de la Volvo Ocean Race, et je suis hyper contente de la retrouver aujourd'hui dans un cadre un peu différent, et où c'est elle qui gère le projet, qui barre le bateau, et c'est hyper chouette. J'imagine que vous êtes que vous avez aussi peut-être des coachs qui encadrent un petit peu le projet. Vous parliez de Louis Giard, qui est le team manager. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu qui sont les personnes qui travaillent avec vous sur ce projet? Actuellement, on n'a pas de coach, mais on a une équipe technique autour de nous qui est assez jeune, et qui doit, comme nous, en fait, appréhender un peu le bateau et le circuit. Du coup, c'est cool parce qu'on est tous en apprentissage. Faut qu'on se cale. Et puis donc on a Louis, on a comme team manager, on a Finn Clark qui est notre boat captain. Ensuite, il y a Steren qui est notre logisticienne. Et qui donne des coups de main. On a Seb Soupet qui gère un peu plein de choses, l'électronique, l'ingénierie, qui est avec nous cette semaine. Et puis Manon pour tout ce qui est composite, on va tirer sur le bateau cette semaine. Voilà, on a fait toute cette petite équipe qui nous encadre, et on n'a pas de coach, et je pense que pour le moment, on a peut-être assez de choses à caler nous-mêmes depuis l'intérieur du bateau, et qu'on aura peut-être besoin d'un regard extérieur un petit peu plus tard dans la saison.
D'accord. Ouais. Vous arrivez à Saint-Malo, Anne-Claire, avec combien de jours de navigation commune entre vous? Vous avez eu le temps de vous régler un petit peu ou vous êtes vraiment encore au stade de la découverte? Alors, Hello et moi, on a fait un offshore technique avec l'équipe il y a 2 semaines de ça pour justement faire une nocturne et puis voir un peu débugger un peu le bateau parce que c'est pareil, le bateau il vient d'être mis à l'eau en fait chez Merconcept, ils viennent de le récupérer, donc ils ont aussi à faire en sorte que tout fonctionne bien. Et puis on est en entraînement depuis la semaine dernière à Concarneau. On a fait 4 jours. Là, on a fait notre 4e jour à 5, donc tout ensemble en mode inshore race quoi. Et donc les filles, elles ont convoyé. Alors moi, j'étais pas sur le convoyage, mais elles ont convoyé le bateau de Concarneau à Saint-Malo ce week-end. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de vent malheureusement. C'était plus Du moteur. Du moteur. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'heures de vol ensemble, mais bon, on sent que ça progresse bien. Chaque nav est hyper bénéfique, donc voilà. On sait aussi que les autres sont pas fait beaucoup plus de nav que nous ensemble, donc ça va être cool. On rappelle que ce bateau, c'est l'ancien bateau d'Armel Tripon, les petits doudous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la configuration des courses sur un acte comme celui que vous allez vivre à Saint-Malo et du coup combien vous êtes à bord et comment se répartissent un peu les rôles? Et ben là, l'acte de Saint-Malo a la particularité qu'il y aura pas d'offshore long à la fin de l'acte parce que c'est le premier et que tout le monde n'est pas encore super bien calé. Donc il y aura 2 jours de course inshore. Donc ça va être sûrement des parcours construits en type banane au vent sous le vent comme on fait en petit bateau. Donc avec des portes au vent et sous le vent. À 9 bateaux, donc ça risque d'être dense parce que c'est des parcours qui a priori sont assez courts. Donc là on navigue à 5, donc jeudi et vendredi. Donc là on s'est organisé, Francesca elle barre le bateau, moi je fais la tactique et Elodie est au réglage, Tiffen au piano et Sarah à l'avant. Donc ça fonctionne assez comme à peu près tous les bateaux, hein. Sauf on n'a jamais le temps de s'arrêter parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On a une colonne, 3 winches principaux. Donc on s'ennuie pas. Et après sur les 2 derniers jours, on va faire des petits offshore, quoi, des côtiers plutôt, on va appeler ça. Et là on sera que 3 à bord samedi et dimanche. Donc Hello, moi et Francesca. D'accord, ok. Des grands prix, c'est 2 jours d'inshore petit parcours à 5 et 2 jours d'offshore à 3. Ce sera le cas sur l'acte 1, 2 et 5. D'accord, ce qui ressemblait un petit peu au format qu'il y avait avant sur le Pro Sailing Tour. Et Elodie Jeanne, tu as pas mal navigué, on le disait tout à l'heure, en Diem 24. Finalement, ces régates inshore, elles vont ressembler un petit peu avec un bateau plus grand, forcément, à ce que tu as vécu sur le circuit, notamment sur le Tour Voile. Oui, ça va ressembler parce que c'est du multicoque, mais le Diam, c'est un bateau quand même qui était très facile à manœuvrer. Là, les empannages, c'est pas une mince affaire. Et plutôt, ça prend faut le temps de faire tourner le Genac, ça prend du temps, faut le temps de relancer. Pareil pour les virements, en fait, les manœuvres coûtent assez cher en fait en distance, donc ça sera vraiment important qu'on arrive à bien se caler sur les ley lines. on est au courant. Et puis pour faire simple en fait, faire le moins de manœuvres possible parce qu'elles font perdre pas mal de temps. Bon, vous savez un peu à quelle sauce vous allez être mangé au point de vue météo cette semaine à Saint-Malo? Ouais, ça risque d'être des chouettes conditions, assez maniables, donc non, ça va être bien pour un démarrage, c'est parfait. Et puis je pense que tout le monde a envie de ça, enfin tous les équipages, va falloir qu'il y ait un petit peu de rodage quand même parce que bon voilà, c'est la première de la saison quand même, donc faut que tout le monde, donc ça va être parfait, le temps va être très sympa. Ouais, quel est un peu ton regard, Anne-Claire, sur ce circuit, hein? Il y a 9 bateaux, il y aurait pu en avoir 10, mais je crois que Christopher Pratt a finalement renoncé à monter de Marseille à Saint-Malo. C'est un circuit qui se développe, hein. Il y avait jusqu'ici plutôt 5-6 bateaux au départ des courses ou des grands prix. C'est une classe qui plaît. Ouais, je trouve que c'est une classe qui est hyper intéressante parce que c'est vrai que c'est du multicoque aujourd'hui, c'est la seule classe multicoque offshore accessible parce que
l'ultime, c'est quand même un autre niveau de financier, d'engagement. Donc il y a quand même très peu d'équipes. Là, ça reste quand même des bateaux qui sont hyper simples, finalement pas si chers que ça à l'achat. Donc c'est bateau en fibre de verre essentiellement. Et donc il y a quelques parties en carbone, mais c'est vrai que voilà, il y a pas de quille basculante, il y a des foils, mais ils sont tous les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas d'hydraulique. Il y a pas d'hydraulique, donc voilà, c'est quasiment aussi simple qu'un classe 40, mais avec 3 coques. Donc je trouve que c'est hyper intéressant comme discipline. Et puis mine de rien, ça manœuvre quand même. C'est plus long qu'un Diam 24, mais ça manœuvre assez bien. Et moi j'ai hâte de découvrir ça parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait des parcours construits avec des aussi gros bateaux. Donc voilà, c'est hyper excitant d'accéder à cette première course, quoi. Elodie Jeanne, quel va être un peu l'objectif de Point by Mer Concept sur sur ce premier acte à Saint-Malo? On s'est pas vraiment fixé d'objectif, mais je pense toujours, enfin au début d'une saison, on se dit toujours qu'on veut naviguer propre autour du parcours, réussir à tourner autour du parcours convenablement, réussir à faire ce qu'on a envie de faire avec le bateau, à le placer où on veut, et puis j'ai l'impression que si on arrive à bien gérer notre plateforme pendant les courses tous les jours, ça va bien se passer. Enfin, j'ai un assez bon pressentiment. Racontez-moi un petit peu comment va être la suite de la saison. Vous savez déjà qui va participer. Est-ce que vous allez tout le temps participer à toutes les autres courses? On rappelle qu'il y aura 2 autres actes, un à La Baule, un à Sainte-Maxime, et surtout 2 courses de traversée, la route des Terre-Neuve en août et la Medmax en septembre. Est-ce que vous serez de la partie? Est-ce que vous avez déjà un planning bien fixé pour cette première saison? Non, on sait pas encore. Ça va se décider. Après ce Grand Prix, on est 7 en fait équipières pour 5, 3 ou 2 places. Et puis ça va se décider assez rapidement après ce Grand Prix. D'accord. Parce que la Medmax, elle se court à combien? À 3, c'est ça? Non, c'est en double la Ah, Medmax. c'est en double. Ah oui, c'est ça. La Medmax en double et la route. Exactement, la route de Terra Nova en A3. D'accord, ok. À plus long terme, est-ce que vous êtes engagé déjà sur plusieurs saisons sur ce projet? Est-ce comment ça se passe? Est-ce que vous vous projetez déjà aussi sur 2025? Il y aura à la fin de la saison une Transat Jacques Vabre et une skippeuse qui sera sans doute retenue pour participer à cette Transat Jacques Vabre avec Francesca. Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur le plus long terme? On va demander à Anne-Claire. Non, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour le plus long terme. Là aujourd'hui, le projet il se monte, c'est vraiment en cours d'élaboration. Voilà, on connaît un peu la ligne vers laquelle se dirige le projet. Après, là, on est surtout concentré sur notre course de la semaine prochaine, et je pense que ça va se découler en fonction de comment se passe la saison et voilà. Mais il y a pas d'engagement pour personne sur la suite déjà, quoi. Enfin, c'est trop tôt. D'accord. Il y aura à un peu plus long terme, je sais que ça fait encore plus loin, une route du Rhum en 2026. Francesca Klapschich a dit qu'elle ne participerait pas à cette route du Rhum, et donc ça sera l'une de vous sans doute qui prendra le relais. Est-ce que Anne-Claire, ça ferait rêver de faire une route du Rhum sur un Ocean 50? Moi, c'était mon objectif depuis longtemps, c'était de participer à la route du Rhum. Alors, je m'étais orientée par le classe 40 sur le classe 40 parce que c'était un projet on va dire plus accessible. Donc la route du Rhum me fait toujours rêver, et encore plus sur ces machines-là, quoi. Après, c'est aussi des machines très engagées, et voilà, il va falloir déjà bien maîtriser la machine et puis progresser, et pour être un jour au niveau d'aller faire du solo dessus, quoi. Et toi, Elodie Jeanne, est-ce que c'est une route du Rhum, c'est quelque chose qui t'a fait rêver, qui te fait rêver, qui t'a fait rêver quand tu découvrais la navigation sur les bords du lac Léman? J'ai toujours bien aimé voir les départs. Le solitaire, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je me projette. Après, faut jamais dire jamais, mais j'ai toujours vraiment apprécié le travail d'équipage, et puis ouais, je sais pas. Bon.
Tu verras, à force de naviguer en Ocean 50, peut-être que tu y prendras goût et que tu finiras par te dire que Même naviguer en Ocean 50, après toute seule, faut ouais. peut-être essayer. Elodie Jeanne, on va changer un petit peu de sujet. On va continuer avec toi. Tu as fait un choix fort l'année dernière, c'était de te retirer de l'équipe féminine suisse d'Alinghi Red Bull Racing pour la toute première Coupe de l'América féminine de l'histoire. Est-ce que tu peux brièvement revenir un petit peu sur les raisons qui t'ont poussé à faire ce choix? La raison, elle a été très simple, c'est qu'il demandait une disponibilité de 80 à 100 jours, qui équivaut à peu près à une saison de navigation sur un autre bateau, enfin une petite saison. Et en fait, ils offraient pas de salaire pour ça, ou alors une rémunération minime d'à peu près 50 euros par jour, qui permet pas de vivre même en étant installé en France. Donc en fait, pour moi, la décision, elle s'est faite parce que le projet, il n'était pas viable financièrement pour moi. Malgré les discussions que j'ai essayé d'avoir avec eux, en leur expliquant que l'expérience que j'avais acquise au cours des 20 dernières années dans toute la diversité de projets dont j'ai pu faire partie, elle avait de la valeur. Et puis malheureusement, ils ont pas voulu faire suite à mes propositions. Ils n'ont pas voulu non plus valoriser l'expérience que j'avais apportée à ce projet. Donc j'étais pas d'accord. Et donc je me suis retirée de la sélection. Et C'était une décision difficile à prendre parce que j'imagine que quand on se voit proposer un tel défi, c'était la toute première Coupe de l'América féminine de l'histoire sur des supports qui ont l'air assez fun et avec une exposition quand même médiatique qui va être très très forte. J'imagine que c'est un peu la mort dans l'âme qu'on renonce à un tel défi. Ben oui, complètement. C'était vraiment pas évident, mais en même temps, je me voyais pas, prendre un crédit pour aller naviguer avec Alinghi Red Bull Racing. Je trouvais ça vraiment pas logique vu en fait les moyens qu'ils ont. Et je trouvais que c'était pas normal qu'ils aient pas envie de mettre les moyens pour rémunérer les femmes professionnelles et en fait qui nous considèrent comme l'équipage jeune, alors qu'on a je pense plus à apporter que quelqu'un qui a pas d'expérience en fait de projet professionnel. Et du coup au final, j'étais tellement pas d'accord avec leur vision des choses que j'aurais même plus pu aller naviguer avec eux. Tellement quand même ça prend aux tripes, quoi, parce que c'est tellement injuste quand on nous fait des propositions comme ça que c'est pas possible, en fait, c'est trop énervant. Et aujourd'hui, de l'autre côté, je me dis voilà, j'ai pas été prise chez eux, mais il y a un super projet qui s'est monté chez Merconcept dans lequel ils respectent tout à fait notre expérience, nos compétences. Ils sont contents de nous donner des responsabilités et de nous valoriser. Je me dis que j'ai pris la bonne décision et puis que le karma fait son chemin et que c'est une très bonne chose. Anne-Claire, on en revient au sujet du début. Ça veut dire qu'il y a encore du travail pour déjà avoir une égalité salariale. C'est la preuve avec ce cas d'Elodie Jeanne entre femmes et hommes, peut-être. En tout cas, une équité sur la course, sur la voile de compétition. Là, c'est sûr que c'est l'exemple typique, quoi. C'est qu'à un moment donné, y a rien à rajouter, en fait. Je comprends complètement Hello et c'est juste pas normal, quoi. Pourquoi aujourd'hui des gens qui ont les hommes, ils sont payés normalement, quoi, en fait. Et pourquoi nous on devrait sous quel prétexte? Parce qu'on nous dit c'est exceptionnel et vous avez une chance de dingue, donc c'est normal de venir gratos. C'est juste aberrant, quoi. Donc oui, en effet, il y a encore beaucoup de chemin à faire aujourd'hui pour atteindre une égalité juste. Et bon, après, on n'est pas les seuls sports, hein. Le sport féminin, de manière générale, a encore besoin de grandir, que ce soit en sport co, etc. On voit quand même ces dernières années, ça évolue, hein. Faut rester optimiste, mais en tout cas, on est loin d'avoir atteint l'objectif final, quoi.
Elodie Jeanne, tu fais aussi partie d'un autre équipage 100% féminin, celui du Famous Project d'Alexia Barrier, avec l'objectif de s'attaquer fin 2025 au trophée Jules Verne, donc avec un équipage 100% féminin sur Idexport qui va être remis à l'eau le 31 mai. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été aussi intégré dans ce projet et quels sont un peu les objectifs à venir? J'avais entendu parler de ce projet via les réseaux sociaux, je crois, et du coup j'avais contacté Alexia Barrier pour lui dire que son projet me motivait, et puis petit à petit on a pris contact, et puis j'ai pu participer aux premiers entraînements en mode 70 au printemps passé ou l'hiver passé à la Grande Motte, et puis maintenant je fais partie un peu de l'équipage de base avec Di Cafari et Marie Rioux. Et là, oui, l'ultime va être mis à l'eau le 31 mai. Et ensuite, normalement, il devrait y avoir des premières navigations cet été pour faire comme on fait avec l'Ocean 50 aujourd'hui, mettre l'électronique en marche, voir que tout fonctionne, tirer sur le bateau, prendre les premières sensations. Et puis après, on connaît pas encore vraiment le programme de cet automne. Bon, l'objectif à terme étant donc de s'attaquer au trophée Jules Verne, que ce bateau détient en 40 jours à 23 heures, janvier 2017, par Francis Joyon et son équipage. Quand tu entends ces 40 jours, 23 heures et le défi qui s'annonce, ça semble dans vos cordes? C'est difficile à dire quand on n'a jamais mis ses pieds sur le bateau, mais je vois pas pourquoi ça serait pas atteignable. Après, on sait qu'ils avaient bénéficié d'une météo assez extraordinaire pour faire le record, mais je dirais que j'ai envie de dire un peu pareil que pour ce week-end, pour notre première régate. Si on arrive à faire un tour du monde où on est contente de la manière dont laquelle on a navigué, on se dit qu'on a toujours tiré le maximum possible du bateau, qu'on a bien géré les zones de transition et qu'on a fait le mieux qu'on pouvait avec les conditions météo qu'on aura eu, ça sera 100% positif. Et on sait que ce record, il est dur à attraper. Il a plusieurs années. Il y a des bateaux plus récents qui ont pas réussi à aller plus vite encore. Donc voilà. Je crois que en fait, je crois que je suis toujours contente quand on navigue bien, peu importe le résultat à la fin. Il y a des fois où on peut gagner des régates, mais ça s'est pas forcément très bien passé au sein de l'équipage, où on se dit qu'on a quand même fait quelques erreurs. Et puis je crois que tant qu'on est content de la manière dont on a navigué, que dans l'équipage ça s'est bien passé, là surtout sur ces périodes où c'est long et c'est fatigant, en fait après c'est du positif qu'on ramène à la maison. Ocean 50, mode 70, bientôt un ultime, même si c'est pas un ultime volant comme les autres. Tu vas devenir la vraie spécialiste du multicoque au large. Peut-être. Après, ça reste des bateaux ultra simples au final, hein. On a 3 voiles d'avant ou peut-être un peu plus en Ocean 50, mais il y a pas beaucoup de voiles d'avant. On prend des riz, on lâche des riz, on règle une dérive, des foils. En fait, c'est hyper simple, et puis par rapport à d'autres bateaux, la gestion de la puissance, elle est un peu différente, mais il y a rien d'inaccessible en fait. Avec un peu d'expérience, on est toutes et tous capables de comprendre comment fonctionne un multicoque, et la grosse différence, c'est que il faut tout faire en sorte de pousser, mais de pas chavirer. Anne-Claire, tu vas pas postuler toi pour The Famous Project? Joker. Joker. Donc peut-être. J'attends qu'on me rappelle. D'accord. Bon, Alexia, si tu nous écoutes, on te donnera le numéro d'Anne-Claire. Anne-Claire, on va continuer avec toi. Toi, tu as donc choisi, après avoir travaillé longtemps avec Sam Davis au sein du team Initiative Cœur comme ingénieur, hein, tu as donc choisi, comme je le disais en introduction, de te lancer en course au large. Depuis, tu as fait la Mini Transat, une Transat Paprec en 2022 en Figaro 3 avec Gaston Morel
Morvan, dont tu as terminé deuxième. La Transat Jacques Vabre l'année dernière en classe 40 avec Amélie Grassi sur la Boulangère Bio, vous avez terminé 13e. Tu as couru une étape de The Ocean Race sur Bio Environnement Team Europe. Finalement, tu as quand même beaucoup navigué. Ça valide ton choix de te lancer dans ce nouveau défi? Ah oui, finalement, c'est vrai que quand j'ai sauté dans le grand bain, je savais pas trop comment ça allait se terminer cette histoire, mais je savais que j'avais vraiment envie de ça et que c'était le bon moment pour le faire. Et voilà, je regrette vraiment rien du tout, à part mon équipe que j'aimais bien quand même, c'était sympa, mais bon voilà, c'est pour faire autre chose. Et non, c'est super. Je pensais jamais traverser autant de fois l'Atlantique en si peu de temps, donc c'est plutôt une réussite. Je suis contente de voir que c'est possible en fait, parce que j'ai mis beaucoup de temps à venir sur la course au large, parce que voilà, j'étais pas à la base très penchée sur le solo quand j'ai arrêté la voile olympique. Et puis tout ça, ça me dépassait un peu. Et c'est vrai que le fait de travailler dans le milieu, de découvrir les bateaux, j'ai eu tout de suite de plus en plus envie d'y aller. Et voilà, aujourd'hui, je suis très contente de faire tous ces supports. Je me sens à l'aise en mer, j'aime beaucoup ça. Et voilà, je profitais à fond de toutes les expériences et des gens que je peux croiser. C'est vraiment que du bonheur d'être sur l'eau. Donc voilà, tant que ça dure, c'est bien. Et je pense que j'ai encore la pêche pour faire plein de trucs. Et du coup, c'est quand même vraiment hyper chouette. Il y a encore plein de choses à faire. Et du coup, je prends tout ce qui passe. Quel bilan tu avais tiré de ta participation à la Transat Jacques Vabre avec Amélie? Vous avez donc pris la 13e place. C'était un bilan positif? Ouais, c'était très positif. Hein. C'est un très beau projet. Amélie, on se connaît bien toutes les deux. On a navigué déjà en mini sur mon bateau depuis 2 ans sur le sien. Et puis d'ailleurs, derrière, on va aussi encore naviguer ensemble sur le classe 40 parce qu'on fait la Québec-Saint-Malo ensemble, avec Marie Rioux d'ailleurs. Donc ça c'est assez drôle. On prend les mêmes et puis on fait les tambouilles avec ça. Donc non, je suis très contente. Alors après, c'est vrai que le résultat sportif, il est peut-être un peu en dessous de voilà de ce qu'on avait peut-être un peu envisagé. On a eu quelques problèmes d'électronique en passant les Canaries, donc qui nous a un peu ralenti. Et puis une option un peu trop sud pour notre bateau qui aime bien quand même quand il y a un peu plus de vent. Donc voilà. Après, c'était une belle expérience humaine, une super expérience de Jacques Vabre. Moi, c'était ma première grosse. Enfin, c'est la Jacques Vabre, le Rhum et le Vendée, c'est quand même 3 événements qui sont hyper connus depuis des années. Et là, c'était vraiment mon premier gros événement médiatique. Parce que c'est vrai que la Mini et la Transat après, qu'il y a un peu moins on va dire de monde à passer sur le village, donc ça c'était quand même super d'être au départ d'une course de cette ampleur. Donc ça a complété mon expérience de The Ocean Race aussi, qui était quand même assez dingue, mais dans un contexte plus anglo-saxon que nos traditionnelles courses au départ de la France, quoi. Toi, Elodie Jeanne, la Volvo Ocean Race, tu l'as déjà couru, hein, donc 2 fois, si je me trompe pas, hein, avec au sein du team SCA et sur Transat Island Plastic. C'est une épreuve qui te convient bien. Tu disais que tu appréciais l'équipage. Est-ce que c'est une épreuve que tu apprécies? Est-ce que tu te positionnerais bien aussi pour participer à la prochaine qui aura lieu en 2027, si je me trompe pas? Je crois que c'est une épreuve qui m'a bien convenu sur les Volvo 65 quand on était une dizaine à bord. J'avais pu faire une transat retour en IMOCA après la route du Rhum et j'ai trouvé les bateaux hyper violents et je suis pas sûre que ça soit un support qui me convienne à cause de ça. Enfin, bon, l'Ocean Race, ça peut être très violent aussi, mais les bateaux étaient un peu moins extrêmes et même s'il fallait se tenir tout le temps, on arrivait, enfin voilà, dans le sud c'est toujours compliqué, mais on arrivait quand même à avoir une certaine vie à bord et on barrait les bateaux. On était à l'extérieur, on barrait les bateaux et je crois que ça fait une grosse différence avec la vie fermée en IMOCA et je suis pas sûre que j'ai envie de faire ça en fait.
D'accord. Alors, il y en a une qui fait ça, c'est ta petite sœur, Justine, qui est donc en train de préparer son premier Vendée Globe à bord de Teamwork Team SNEF. Elle va bientôt s'élancer sur la Transat Retour, la New York Vendée. Comment tu vois un petit peu son projet, sa Transat CIC qu'elle vient de terminer au 7e rang, si je me trompe pas. Quel est un peu ton regard sur le parcours de Justine et de Diane? Ben, je crois que le parcours de Justine, il est assez exemplaire. Donc, je pense enfin, je suis hyper fière d'elle, de ce qu'elle fait. Et puis quand je la vois aujourd'hui avec son équipe à Lorient, elle s'est très très bien entourée avec Simone Gaeta qui gère son équipe technique. C'est une sorte de petite famille qui fonctionne bien ensemble. Il y a vraiment une très bonne ambiance et en fait quand j'ai les fois où j'ai vu Justine ces derniers mois, ces dernières semaines, elle avait l'air vraiment bien, en fait vraiment bien dans son projet, vraiment bien dans ses baskets et je crois qu'elle a ouais, en fait elle est détendue, elle est prête pour aller sur ses courses, elle a pu voir des choses sur son allée à New York. Là, elle prévoit de pousser son bateau au maximum sur le retour à Lorient parce que au cas où il y a des choses qui cassent, c'est pas grave, on rentre vers la maison. Elle est vraiment dans une bonne, ouais, enfin, sur un super bon rail. Donc c'est en fait, enfin, exceptionnel de voir comment ça se passe. Et je crois qu'elle pourrait pas être dans des meilleures conditions. Il y en a une autre qui est sur des très bons rails en IMOCA, c'est Sam Davis, que tu as longtemps accompagné, Anne-Claire, on l'a dit, qui vient de terminer troisième de The Transat CIC. Toi, tu as participé à la conception, tu as suivi la construction de son actuel bateau Initiative Cœur, qui est un plan Manuard. Quel est un peu ton regard sur la progression de Sam, qui est une progression un peu exponentielle ces derniers temps, avec déjà une bonne année l'année dernière et là cette troisième place qui vient confirmer tout ça. Bah déjà, je suis super contente pour elle et puis pour toute l'équipe initiative parce que c'est un travail qui est mené depuis longtemps sur voilà, il y a eu cette première année. Enfin déjà, elle a réussi à convaincre les partenaires de construire un bateau neuf pour Sam pour que enfin il y ait une femme avec un bateau neuf au départ d'une course. Ça a été déjà un petit combat, donc ça on a réussi à faire ça et du coup elle a une machine qui est assez formidable. Enfin du coup Hello, faut peut-être que tu ailles naviguer sur son bateau parce que c'est un super plan, ce plan Manuaire. Alors c'est sûr les IMOCA ils sont violents, mais bon, moi je trouve que ce bateau il est particulièrement dingue. J'ai eu la chance de faire une transat dessus et c'est quand même une belle réussite ce plan Manuard et du coup bah je suis hyper contente pour Sam qu'elle est bah c'est sûr après la route du Rhum qui était sa première course sur le bateau où ça a été un peu compliqué bah elle a su rebondir et mettre tout en œuvre et l'équipe aussi pour progresser et là c'est pareil moi je la sens je fais le sport avec elle et je la sens vraiment dans une grosse courbe de progression ascendante avec confiance dans son bateau, confiance dans l'équipe et au final, voilà, le bateau il est resté simple et je pense que c'est un peu ça a toujours été un peu la philosophie de l'équipe, c'est de se concentrer sur des choses simples et pas perdre son énergie et son temps à faire trop de développement et essayer de fiabiliser le bateau à fond pour justement que le marin il soit en confiance et qu'il puisse complètement pousser sa machine à fond et bon voilà je croise les doigts, j'espère que ça va continuer pour elle et pour eux jusqu'au bout quoi. Bon, entre Sam et Justine, c'est peut-être la bonne édition pour voir une femme monter sur le podium du Vendée Globe, ce qui n'a plus été fait depuis Ellen MacArthur sur l'édition 2000-2001, Anne-Claire. Bah ouais, j'espère que Sam arrivera ou Justine hein, d'ailleurs, Ouais. mais Sam, elle avait fait quatrième à son premier Vendée Globe sur Roxy et bah, j'espère qu'elle arrivera à monter sur le podium. C'est son objectif et c'est ce pourquoi l'équipe travaille. On sait qu'après le Vendée, c'est beaucoup d'aléas aussi. Bah, la dernière fois, il y a eu une collision. Voilà, elle a vu tous ses espoirs. Arrêté à Cape Town. Donc on sait tous très bien qu'il y a quand même une part d'aléa, mais en tout cas,
C'est sûr que là, on voit les femmes avec des moyens aussi pour y arriver. Et c'est ça qui change aujourd'hui la donne, c'est que ce soit Justine ou Sam, elles ont des grosses équipes derrière avec des budgets dignes de ce nom pour pouvoir se battre aussi à armes égales avec les autres navigateurs. Et ça change bien la donne aussi. Elodie Jeanne, pour finir, est-ce que Justine, son parcours est beaucoup suivi en Suisse? Est-ce qu'on parle du Vendée Globe de Justine? Oui, bien sûr. Oui, les médias parlent beaucoup de Justine. Et puis c'est vrai que leur parcours sur la Transat Jacques Vabre, où ils ont été classés en tête pendant plusieurs jours avec leur option Nord, avec Julien Villon, ça a fait du bien à son projet. Ça a fait pas mal parler. Donc c'est sûr que oui, il y a quand même un gros intérêt pour la voile en Suisse et le Vendée Globe est une course très suivie. Bon, et quelles sont les nouvelles des autres frères et sœurs de la famille Métro? Eh bien, on a Brian Métro qui est basé à Barcelone et qui fait partie de l'équipe navigante d'Alinghi Red Bull Racing pour l'America's Cup. Et ensuite les deux petits derniers, mais qui sont plus si petits parce qu'ils ont 32 ans aujourd'hui. Laurent est sur le circuit CGP et fait du technique sur le circuit TF35 sur le lac Léman. Et Nelson gère un projet TF35 sur le lac aussi et navigue à bord du bateau. Bon, donc la famille continue à rester très très impliquée sur la voile de compétition à ce niveau-là, 5 frères et sœurs comme ça. Je crois que c'est peut-être du jamais vu. Tu crois que c'est du jamais vu, Elodie Jeanne? Ouais, je pense qu'on a quand même pas mal de fratries qui naviguent. Après, nous, on est 5, c'est un peu exceptionnel. Mais je crois quand même qu'il y a pas mal de fratries qui naviguent et que au final, c'est la compétition intrafamiliale qui fait qu'on essaye toujours de faire des trucs, de faire son propre chemin là-dedans et ouais, il y en a quand même pas mal des fratries qui naviguent, je crois, en France. Bon, qui navigue après vous. À bon niveau comme vous tous là, c'est quand même. Voilà. Après, là, vous vivez tous de ça. Oui, vous êtes tous à très bon niveau. Oui. C'est assez exceptionnel quand même. On a eu de la chance, je pense, d'avoir moi, j'ai navigué dans énormément d'équipages féminins. Ça a commencé avec Lady Cat sur le lac, avec Karine Fauconnier qu'on a croisé tout à l'heure sur les pontons. Et puis, en fait, c'est une suite de projets qui arrivent. Et puis voilà, on est disponible quand il faut. Et puis, du coup, ça marche. Eh bien, tant mieux. Eh ben, mesdames, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était très intéressant et passionnant de vous entendre. On vous souhaite à toutes les deux et à l'équipage de Queen Bay Merconcept un bon acte 1 des Ocean 50 Series à Saint-Malo et ainsi qu'aux 8 autres équipages. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 166e épisode de Post Report. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Post Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt.